Bonjour à tous, la dernière fois nous avions parlé des différences entre les petits garçons et les petites filles, des différences psychologiques qui étaient considérées comme larges, mais on n'était pas trop rentré en profondeur en ce qui concerne les causes. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est le consensus scientifique concernant les différences entre les hommes et les femmes. Les différences hommes-femmes, c'est un sujet bien à la mode, où tout le monde a un avis tranché souvent, puisque c'est quelque chose qui nous concerne. Et la version officielle en ce moment, elle est de dire que les différences psychologiques entre les hommes et les femmes seraient exclusivement construites socialement. On ne naît pas femme, on le devient. On est d'accord pour dire que les différences anatomiques entre les hommes et les femmes sont génétiques. D'ailleurs, la taille, c'est génétique. Les caractères sexuels secondaires sont influencés par la génétique. Mais par contre, tout ce qui relève des différences psychologiques et comportementales, là pour le coup, elles seraient entièrement apprises culturellement, entièrement liées à l'environnement. C'est ce qu'on appelle donc la théorie de la tabula rasa, c'est-à-dire l'ardoise vierge, la tabula rasa, la table rase. L'enfant naît avec une tête vide et l'environnement va remplir la tête de l'enfant, si je puis dire, pour en faire un homme ou une femme. Sauf que cette théorie de la tabula rasa, il s'agit plus d'une opinion ou à la limite d'une approche philosophique que de faits scientifiques. On décrit là le monde tel qu'il devrait être plutôt que comment il est réellement. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est admis scientifiquement parlant. Ça fait bien longtemps que les scientifiques sont passés à autre chose. Aujourd'hui, ce qui fait le consensus dans la science, c'est donc un modèle qui prend en compte l'environnement et la biologie, mais en plus qui va prendre en compte l'interaction entre les deux. Et c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle le modèle interactionniste ou alors la biopsychosociale. On va prendre en compte de quelle manière l'environnement va influencer sur la biologie influence sur l'environnement. Vous allez comprendre. On sait par exemple que les stéréotypes ont une influence sur le développement des enfants et que, par exemple, les petits garçons et les petites filles veulent correspondre aux stéréotypes associés à leur genre. Et ça, c'est notamment présent à l'école où les enfants qui ne correspondent pas aux stéréotypes peuvent être rejetés du groupe. On sait aussi que les parents sont plus sévères avec leurs petits garçons qu'avec leurs petites filles et ils sont plus doux, ils se montrent un peu plus doux avec leurs filles qu'avec leurs garçons. On sait aussi que les jeux que les parents achètent pour leurs enfants vont développer différentes zones du cerveau. On a montré par exemple que quand on fait jouer pendant 3 mois des petites filles au jeu Tetris, l'épaisseur corticale augmente. Quand on sait ça, est-ce qu'on peut dire que ce sont exclusivement les stéréotypes et les attentes des parents qui construisent les enfants, les garçons et les filles? Ou alors est-ce qu'on ne peut pas prendre le problème à l'envers et se dire aussi que les stéréotypes sont basés sur des faits réels observables, que les parents se montrent plus durs et plus sévères avec leurs garçons parce qu'ils sont plus turbulents, et que ce ne sont pas tant les parents qui vont pousser leurs enfants à jouer à certains jeux, mais plutôt les enfants qui vont demander à leurs parents de pouvoir avoir accès à certains jeux. Et que les parents vont en fait donner aux enfants ce dont ils ont le plus envie. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'une approche interactionniste. C'est parce qu'il est très difficile d'extirper la part génétique de la part environnementale et que les deux s'imbriquent les uns les autres. L'environnement influe sur le génétique influe sur l'environnement à son tour et ça crée un cercle vertueux ou vicieux, peu importe. Et c'est ça qui fait qu'à l'arrivée à l'âge adulte, on se retrouve avec des parcours totalement différents, des personnalités différentes, des aptitudes cognitives différentes. Alors prenons un exemple, un scénario hypothétique, un petit garçon qui a un léger avantage génétique sur sa petite sœur en ce qui concerne par exemple la rotation mentale. Voilà. Il a un léger avantage sur elle et ce qui va du coup le pousser à se diriger vers des jeux de construction ou des jeux comme Tetris. Et ses parents, voyant que leur petit garçon aime jouer à ce type de jeu, vont vouloir lui faire plaisir et vont lui acheter des jeux qui correspondent à ses préférences. Ce qui fait que l'enfant va de plus en plus jouer à des jeux qui stimulent ses compétences visio-spatiales et ça va avoir une influence sur sa structure corticale, sur sa structure neurale, ça va stimuler certaines zones de leur cerveau qui vont se développer. Et à force, l'enfant va devenir de plus en plus expert dans ce type de jeu. Sans oublier qu'il peut y avoir également une influence liée aux hormones, puisqu'on a remarqué que la testostérone était corrélée positivement à la performance dans les tâches de rotation mentale. Donc elle va s'ajouter au modèle interactionniste d'environnement génétique. Et le petit garçon va donc développer des compétences. Il va du coup pouvoir réutiliser ses compétences dans des domaines
transverses, des domaines peut-être plus compliqués, et ainsi arriver à l'âge adulte, par exemple, être plus préparé au métier d'ingénieur. Et arrivé à l'âge adulte, on verra un écart qui sera bien plus conséquent qu'il ne l'était durant l'enfance entre le garçon et sa sœur. On sait par exemple qu'arrivé à l'âge adulte, 93% des hommes ont un score supérieur à la moyenne des femmes en ce qui concerne la rotation mentale. Et tout ce que je vous décris là, bon là c'était en faveur du garçon, mais ça peut être très bien également en faveur d'une fille. On sait que les femmes ont plus d'empathie que les hommes, et vous pouvez réutiliser le même schéma pour comprendre de quelle manière est-ce que les femmes ont développé une plus grande empathie cognitive que les hommes. On a toujours cette boucle rétroactive entre l'environnement et le génétique. Le génétique influe l'environnement, l'enfant choisit son propre environnement, et cet environnement-là va avoir une influence sur l'expression des gènes. Et c'est ce qu'on appelle aussi la plasticité cérébrale, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est pour ça qu'on voit le plus d'écart entre les hommes et les femmes dans les pays développés. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le Norwegian Paradox, ou alors le paradoxe égalitaire, ou le paradoxe des pays scandinaves, qui montre qu'en fait, plus le pays est développé, et riche et féministe et égalitaire, et plus il y aura des différences de personnalité, d'aptitude cognitive, de préférence entre les hommes et les femmes, plus on verra des différences dans les choix de métier, dans les intérêts, dans les préférences pour les études. Pourquoi c'est le cas dans les pays développés ? Parce que dans les pays les plus développés, l'environnement ne vient pas entraver l'impact de la génétique sur le comportement, sur les aptitudes. Et en fait, d'une certaine manière, les parents vont laisser leurs enfants faire ce qu'ils veulent, vont laisser leurs enfants se diriger vers la voie qu'ils préfèrent. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des pays où on travaille pour gagner assez d'argent pour survivre. Ce sont des pays où on fait ce qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à la fin avec des grosses différences, parce que très tôt dans l'enfance, les parents ont laissé leurs enfants faire ce qu'ils voulaient. C'est comme si la corrélation qui existait entre notre génotype et notre comportement était modérée par l'environnement. L'environnement va modérer la relation qui existe entre nos gènes et notre comportement. Ça veut dire qu'en présence d'un environnement défavorable, par exemple, un environnement défavorable peut complètement altérer l'expression de nos gènes en ce qui concerne par exemple notre intelligence, et peut nous empêcher d'exprimer notre plein potentiel. Un environnement défavorable, ce serait un manque d'accès à la nourriture, une mauvaise nutrition, des parents qui n'apportent pas d'affection à leurs enfants, qui ne stimulent pas intellectuellement leurs enfants. Et on peut penser du coup que s'il y a des différences extrêmes dans l'éducation d'un garçon et d'une petite fille, par exemple d'une petite fille qu'on n'emmènerait pas à l'école, comme c'est le cas en Afghanistan par exemple, et bien dans ces cas-là, oui effectivement, la relation qui existe entre les gènes et le comportement sera complètement annihilée par un environnement défavorable. Voilà, en conclusion, les hormones, les gènes, l'environnement familial, les stéréotypes, tout ça entre en interaction durant l'enfance et l'adolescence pour produire des différences marquées à l'âge adulte entre les garçons entre les hommes et les femmes. Et vouloir utiliser une distinction sexe-genre pour parler des différences psychologiques entre les femmes, d'un côté le sexe, tout ce qui concernerait l'anatomie, l'aspect biologique, et d'un autre le genre pour parler des différences psychologiques, c'est complètement absurde. C'est avant tout quelque chose de politique et d'idéologique qui est incohérent avec le consensus scientifique et le modèle en vigueur, qui veut que donc il n'y ait pas une opposition entre le génotype et l'environnement, mais bien une interaction. Les deux interagissent entre eux et on ne peut pas isoler ces deux variables, ce ne sont pas deux variables indépendantes. Voilà donc ce qu'est le modèle interactionniste. Enfin, sachez tous que je suis psychologue, que je propose des séances pour bosser notamment sa créativité, notamment dans le domaine de la séduction. Sachez aussi que je gère le Club des Philogines. Un Club des Philogines consiste en un forum avec plein d'informations sur la psychologie. On va beaucoup plus loin dans la psychologie, dans la séduction évidemment. Et on a des réunions tous les mardis soirs à 20h, peu importe où que vous soyez en France, c'est sur ce qu'on appelle Discord, donc c'est dématérialisé. Si ces choses-là vous intéressent, vous pouvez aller sur le site internet, je mettrai ça en description. Si ces choses-là ne vous intéressent pas, mais que vous appréciez mon travail et que vous voulez m'aider à le financer, eh bien, vous pouvez aller me faire un don sur Tipeee. J'ai lancé ça il y a 3-4 jours à peu près. J'ai déjà eu quelques dons de votre part. Je remercie les 7 personnes qui m'ont déjà soutenu. Je vais vous répondre un par un. Là, je suis en train de découvrir un peu l'interface. Donc, merci à vous parce que c'est difficile de se rendre compte derrière la caméra, mais ça me demande de l'argent. C'est beaucoup de matériel à payer. Et puis, ça demande aussi un investissement en termes de temps qui est vraiment important. La lecture d'articles scientifiques, l'écriture, le montage, etc. Tout ça, ça prend énormément de temps. Donc
Voilà, c'est super. En tout cas, merci à ceux qui m'ont donné, qui m'ont fait un don. C'est un énorme boost motivationnel. Et voilà, à bientôt, hein. Salut.